Mesdames et messieurs, bonjour. Malgré les efforts déployés par les acteurs éducatifs et les campagnes de sensibilisation menées, les grossesses précoces en milieu scolaire continuent d'augmenter, compromettant ainsi l'avenir de nombreuses jeunes filles et par extension celui de l'État. Face à cette réalité alarmante, il urge de trouver des solutions concrètes et surtout durables. Aujourd'hui, pour en parler, nous recevons Victor Woglo, vice-président d'Imdit Togo, et Maïeva Akama, membre du Youth Panel Lomé. À la présentation, Michak Nyaro. Cher invité, bonjour. Bonjour. Bonjour, Michak. Oui. Alors, Maïeva, quel regard portez-vous sur la situation actuelle des grossesses en milieu scolaire? Je dirais que la situation actuelle des grossesses en milieu scolaire devient alarmante. Et je suis personnellement très préoccupée par l'avenir de notre pays. Avant, on dirait que l'avenir des jeunes femmes sont compromises, mais aujourd'hui, avec la nouvelle loi, les garçons aussi sont dans les mêmes conditions parce que on se pose la question, est-ce qu'avec l'allure actuelle, nous irons loin demain? Et si on continue comme ça, surtout avec la nouvelle loi qui remet en cause la scolarité des jeunes hommes auteurs de ces grossesses-là, ces jeunes hommes-là, ils vont devenir quoi demain? Et je me dis que tout cela se passe entre nous jeunes. On sensibilise, mais il y a encore ce tabou-là autour de l'éducation sexuelle. Oui, Victor Woglo, êtes-vous animé des mêmes sentiments que Maïeva par rapport à la situation actuelle? Oui, merci beaucoup, Michak. Bonjour, chers internautes. Et merci une fois encore à Radio Djena pour cette opportunité qui nous a offerte pour pouvoir aborder les questions liées à la santé sexuelle et puis aux grossesses précoces en milieu scolaire. En effet, je suis vraiment préoccupé par la situation des grossesses précoces en milieu scolaire. Et la situation est vraiment inquiétante par rapport à ce qui se passe, par ce qu'on vit et par rapport à ce qui se passe dans les établissements. Donc, je partage le même sentiment avec Maïef. Merci. Oui, je vous en prie. Alors, dites-nous, selon vous, pourquoi est-ce que la problématique persiste malgré toutes les actions de prévention? Ouais, il faut dire que la problématique persiste parce que nous sommes à l'ère du numérique et ça facilite notamment la communication entre ces acteurs-là, entre les élèves et entre élèves et enseignants. Vous prenez les gens qui ont vécu dans les années 90, ils n'ont pas accès à du téléphone. Et donc, avant d'avoir accès à une fille ou bien un élève, il serait compliqué. Mais aujourd'hui, avec l'avènement de la technologie, chacun a son téléphone et puis voilà, avec un petit coup de fil ou bien un SMS a suivi pour les rendez-vous dans le coin. Et puis voilà, tout peut se passer ou bien tout peut arriver à tout moment. Et c'est ça même qui est la cause de ce fléau aujourd'hui. Le numérique est la cause, selon Victor, de la persistance des grossesses en milieu scolaire. Vous en pensez quoi? Je partage son avis, mais j'irai beaucoup plus sur le volet où les mesures actuelles entreprises pour venir à bout de ce problème-là sont parfois insuffisantes, mais je dirais aussi que inefficaces, parce que il faut que la cible soit entre nous jeunes pour les jeunes. Mais vu que le tabou autour de l'éducation sexuelle réside encore dans peut-être nos maisons, et nous, entre jeunes, quand quelqu'un parle un peu trop de sexualité, on incrimine directement cette personne. Donc, il faut que les mesures soient les jeunes, pour que demain, nous puissions avancer dans ce que nous faisons, parce que actuellement, ça ne va pas. Et au-delà du numérique, il y a la responsabilité de tout un chacun. Il n'y avait pas le numérique dans les temps passés, mais il y avait quand même des grossesses en milieu scolaire, même si le nombre ou le taux par rapport à maintenant est beaucoup plus moins. Mais aujourd'hui, ce n'est pas seulement le numérique. Il y a notre responsabilité et la responsabilité de nos éducateurs. Selon vous, quelles sont les limites des stratégies qui ont été mises en place jusqu'ici pour lutter contre le fléau, Victor? Oui, il faut dire que plusieurs initiatives ont été entreprises par l'État et par ses partenaires, notamment les lois contre les acteurs
de ces grosseurs. Tout récemment, l'Assemblée a adopté une loi qui amende plus de 1 million à 5 millions un acteur qui va mettre en grosse une fille et même un emprisonnement d'1 an à 5 ans. Donc, ce sont les mesures, entre autres, que l'État a mis en place. Mais il faut dire que ces mesures manquent d'un suivi rigoureux pour pouvoir voir leurs efficacités sur les cibles à l'endroit desquelles elles sont émises. Oui. Selon vous, Maïva, qu'est-ce qui ne marche pas dans les mesures et les décisions qui sont prises par le corps éducatif? Je dirais que au-delà de l'insuffisance de ces mesures-là, ces mesures sont déconnectées de la réalité socio-culturelle des jeunes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous les jeunes, nous avons des idées beaucoup plus ouvertes de la chose. On ne considère plus les relations sexuelles comme quelque chose de sacré. Même nos parents actuellement, quand ils veulent parler des relations sexuelles, c'est comme un acte qu'on doit faire avec beaucoup plus de contentement. Je ne sais pas comment le dire, mais aujourd'hui, la sexualité pour nous, c'est un jeu, c'est un divertissement. Et il faille que les mesures que doivent entreprendre les autorités, les éducateurs, aillent dans ce sens-là, parce qu'il faut battre le fer quand il est chaud. On combat le feu par le feu. On ne peut pas vouloir venir dans notre monde que nous nous sommes créés en tant que jeunes, avec les méthodes et les solutions que eux ils trouvent propices pour leur temps. Ça ne va pas marcher. Vous pensez qu'il faut une sorte de discussion intergénérationnelle pour trouver des solutions plus efficaces? Oui, il faut une discussion intergénérationnelle de 1 et de 2. Comme je l'avais dit avant, non seulement on doit s'appuyer sur ce que nos pères avaient fait avant, mais on doit tout faire pour que cela s'adapte à notre temps. Parce que je vais prendre l'exemple du téléphone. Avant, nos grands-parents, ils se croisaient peut-être après les cours ou dans des coins. Mais aujourd'hui, les gens ils font des relations sexuelles par téléphone. Donc, il faut que les choses soient beaucoup plus centrées autour des réalités des jeunes pour qu'une solution efficace soit trouvée. Aujourd'hui, on parle du numérique. Tout le monde sait que nous sommes à l'ère du numérique et du digital, mais la réalité est que tout le monde n'en jouit pas forcément. Oui. Et quand on prend les zones les plus touchées par le phénomène, ce ne sont pas forcément des zones, des communautés où les gens utilisent beaucoup le digital. Selon vous, là-bas, quelles sont les raisons pour lesquelles la situation, la problématique continue et persiste? Maïva? Je pense que selon moi, la problématique persiste non seulement parce qu'il y a manque d'éducation sexuelle, manque aussi de vulgarisation des méthodes contraceptives autour des jeunes, parce que c'est moi qui suis le problème. Et si la solution ne m'est pas donnée à moi sous prétexte que quand on parle de contraception, tout ce qui tourne autour, c'est tabou. Mais tant qu'on ne le dit pas, le problème va persister. Donc, il faut qu'il y ait, au-delà de tout ça, inclusion de 1, que les vieux, excusez-moi le terme, ou les personnes âgées nous incluent, nous jeunes, dans leur prise de décision, parce que il y a une phrase qui dit « Tout ce qui est fait pour moi, sans moi, est contre moi ». Donc, si il advenait qu'ils prennent des décisions auxquelles je ne fais pas partie, alors que les décisions s'appliquent majoritairement à moi, il y a un souci. Et aussi, dans ces zones-là, on doit vulgariser le fait que la santé sexuelle pose un problème réel. Et parler aux jeunes, parler en des termes clairs aux jeunes, appeler le feu par le feu et l'eau par l'eau, pour que chacun sache les risques qu'il encourt en venant à faire cela. Est-ce que vous pensez aussi que quelque part, il n'y a pas assez de vulgarisation sur les décrets qui sont sortis concernant les grossesses en milieu scolaire? Victor? Oui, ok, merci. Avant d'en venir là, j'aimerais rebondir sur les causes qui sont à la base des grossesses précoces en milieu rural. Alors, si nous prenons aujourd'hui la question en elle-même, vous savez, c'est une question qui suscite beaucoup d'engouement dans les jeunes, surtout les jeunes filles. Elles sont curieuses à savoir qu'en est-il en fait. Alors, si on évoque la question entre eux, alors elles veulent savoir comment est-ce que ça se passe
Alors, quel sentiment l'on a en faisant le rapport, bien en faisant le sexe. Alors, c'est ça qui les pousse entre-temps à pouvoir essayer le sexe. Et ça crée peut-être avec un coup KO, voilà. Ça gâte la situation. Alors, pour revenir à la question, pour manque de diffusion de ces informations et de ces mesures qui sont prises, je dirais oui, parce que il faut dire que plusieurs personnes n'ont pas accès aujourd'hui dans les zones les plus reculées au téléphone ou bien aux médias. Il est quand même difficile à une famille, bien à une ménage, d'avoir accès aux informations ou bien aux mesures prises par l'État. Alors c'est ça aussi qui est à la base de l'augmentation des taux de grossesse précoce en milieu scolaire, à mon avis. À votre avis, d'accord. Est-ce que vous pensez, Maïva, est-ce que vous pensez que d'une certaine manière, l'école en elle-même joue un certain rôle dans la perpétuation du phénomène? Je dirais oui et non. Oui, pourquoi? Il y a de ces éducateurs-là qui sont auteurs de ce fléau. Et non parce que on ne va pas rejeter toute la responsabilité sur la femme ou l'homme. Mais avant qu'on ne passe à l'acte, sauf cas d'abus, il faut consentement de la jeune fille. Et si elle est au courant des risques et des conséquences que ce acte pourrait amener, elle doit savoir qu'elle est la perdante dans l'histoire. Elle perd beaucoup plus que l'homme. Si on oublie la nouvelle loi, c'était les jeunes femmes victimes de ce fléau-là qui souffraient beaucoup plus. Donc oui, parce qu'il y a des éducateurs, des enseignants qui sont auteurs et que parfois même les jeunes femmes ont peur de dire que ce sont eux. Et non parce que, avant que cela ne se fasse, il faut mon consentement. Si je dis non à l'éducateur ou aux membres du personnel, ça ne se fera pas. Oui, Victor, est-ce que l'ambiance même actuelle dans les écoles ne favorise pas une certaine proximité, ne favorise pas une ambiance qui emmène les jeunes même à pratiquer le sexe et peut-être à tomber dans le piège des grossesses précoces? Oui, il faut dire que les établissements sont là pour former les jeunes, pour relever les défis auxquels elle fait face notre société. Alors, dire qu'elles sont la base de ce fléau, moi je dirais non. Ça, il faut plutôt parler de la conscience des apprenants même. C'est-à-dire que si je vais à l'école, qu'est-ce que j'y vais pour faire? Alors, si je suis conscient que mes parents font leur mieux pour investir dans mes études, je dois prendre conscience de cela et s'occuper de mes études. Alors, si je ne suis pas conscient et que je joue au suivisme, alors c'est ça qui va favoriser à ce débauche-là. Donc, dire que les écoles, bien dans les établissements, favorisent à ce fléau, à mon avis, je ne suis pas sûr. Pourrait-on déduire de vos propos qu'aujourd'hui, il y a une sorte d'absence de conscience, où il y a une certaine inconscience chez les jeunes apprenants? Oui, effectivement. Aujourd'hui, il faut dire que l'éducation, quand même, je n'utilise pas bafouiller, mais ce n'est plus ce qu'on veut, bien ce qu'on avait dans le jadis. Vous voyez? Donc, je le disais tantôt, avec l'avènement du téléphone, aujourd'hui, l'apprenant est plus concentré sur ses études. Il est en classe, mais il a ses idées sur les messages qu'il va écrire ce soir, les vidéos qu'il va visualiser ce soir. Alors, tout ça, ça crée une sorte de déconcentration au niveau des apprenants. Et c'est ça qui nous amène là où nous sommes aujourd'hui. Maïva, tu veux réagir? Oui, parce que si on remet toute la faute sur le numérique et l'avènement du téléphone, ça ne le fait pas de mon point de vue, parce que au-delà du fait d'avoir un téléphone et de l'utiliser, la majorité trouve le téléphone comme un divertissement, mais il y a certains pour qui le téléphone, même en milieu scolaire, est un outil. Parce que nombreux sont ceux qui ne vont plus dans les bibliothèques, fouiller dans les livres à longueur de journée pour trouver quoi que ce soit. Aujourd'hui, avec le téléphone, il est plus facile d'avoir accès à certaines informations. Donc, le téléphone en soi, ce n'est pas le souci. C'est l'utilisation du téléphone qui est le souci. Et comme il l'a dit, c'est parce qu'ils ne sont pas concentrés sur ce pourquoi ils sont dans ce milieu scolaire-là qu'ils utilisent le téléphone de manière à se divertir avec, et que cela crée des conséquences négatives, autant pour moi, par après. Maintenant, en dehors du numérique,
Vous avez parlé du numérique, peut-être de l'inconscience des jeunes, ils ne savent pas pourquoi ils viennent à l'école. Selon vous, quelles sont les causes majeures des grossesses en milieu scolaire? Pour parler de causes majeures des grossesses en milieu scolaire, Oui. je vais tout d'abord parler de la précarité, de un, et de deux, j'irai beaucoup plus aussi sur le côté financier. Il y a de ces filles-là qui tombent dans ce piège-là juste par la recherche de gains faciles. Il y a le suivisme, le fait de vouloir paraître comme tout le monde. Tu pars à la quête de l'argent. Vu que tu n'es pas dans les conditions qui te permettent de le trouver légalement et dans des bonnes conditions morales, tu vas t'adonner à de ces pratiques-là. Et par après, il y a des conséquences qui arrivent. Et finalement, ce que tu cherchais, tu ne l'as plus. Parce qu'avec la grossesse, non seulement tu n'as plus l'argent de ces personnes-là qui venaient à toi, et au-delà de ça, tu ne vas pas terminer ton parcours scolaire parce que rares sont celles qui arrivent à se relever après les grossesses et reprendre les cours. Et allier vie de maternité et vie scolaire. Et vie scolaire. C'est très compliqué, je dirais, pour elles. Et rares sont ces jeunes femmes-là qui arrivent à le faire. Donc, on perd doublement. Il y a le manque financier et il y a aussi le fait que la santé sexuelle reproductive en général, pour nous jeunes aujourd'hui, la sexualité, ce n'est rien, quoi. Tu as envie, tu appelles quelqu'un et c'est fini là. Donc, on n'a plus cette conscience-là que la santé sexuelle ou la sexualité, c'est quelque chose dont on ne doit pas user juste pour se divertir et passer à autre chose. Mais si nous le faisons, pourquoi ne pas se protéger? Ouais, merci pour votre intervention. Alors, j'aimerais donner deux causes principales pour ajouter à ce que nous venons de dire. Il faut parler aussi de la pression de notre entourage, de l'entourage des jeunes filles. Vous savez, je me souviens quand j'étais en classe de terminale, bon, j'ai pris une décision de ne pas me mêler à ces genres de choses et j'imaginais la pression que j'avais subie auprès de mes camarades. Alors, ils disent que Victor, tu n'es pas à la mode, pourquoi tu fais ça, tu ne veux pas faire ça. Alors, donc, il faut dire que si la jeune fille fait partie d'un groupe où tous ont peut-être leurs copains, ont leurs choses, alors elles vont l'influencer à pouvoir passer à l'acte, vous voyez. Et de l'autre côté, il faut aussi aborder la question de l'irresponsabilité des parents parfois. Il y a des parents parfois, ils n'ont pas habilité de pouvoir entretenir ou bien de créer un climat de confiance entre leurs enfants et c'est ça qui crée à certains moments ce fléau. Alors, si les parents ont créé un climat de confiance entre l'enfant, vous verrez que si l'enfant, quelqu'un a fait la cour en cours de route, arrive à la maison, voilà, elle va dire ça à ses parents. Alors, si elle ne se sent pas en sécurité ou bien, voilà, elle n'a pas cette confiance aux parents, elle ne peut pas dire cela. Donc, ce sont ces deux causes qui peuvent s'ajouter, voilà, au numérique et à d'autres choses que nous venons de dire plus haut. Oui. Revenons sur la question de la précarité financière dont vous avez parlé. Il y a eu des cas où des filles ont témoigné peut-être sortir avec des hommes pour avoir les moyens de prendre soin d'elles-mêmes, de se payer les serviettes hygiéniques, de pouvoir avoir de quoi aller à l'école. Est-ce que quelque part la négligence des parents, le manque de responsabilité vis-à-vis des enfants peut pousser ces derniers à aller s'adonner à ces pratiques? Comme Victor vient de le dire, les parents aussi ont leur responsabilité dans ce fléau-là parce qu'ils sont les premiers à nous sensibiliser sur cela. Mais au cas où on fait face à l'irresponsabilité des parents et c'est la jeune fille même qui doit aller s'adonner maintenant au travail du sexe pour subvenir à ses besoins, je dirais quel besoin? Parce qu'aujourd'hui, l'école publique en général, ce n'est plus coûteux comme ce l'était dans le temps. Donc, un samedi sur deux, la jeune fille peut se donner à une activité qui peut lui ramener quelque chose, vendre de l'eau par exemple au feu rouge. Mais si c'est pour paraître comme les autres, se tresser, s'habiller à la mode et se payer des serviettes hygiéniques, je ne trouve pas que ce n'est pas une raison. Ce n'est pas une raison parce que pour les serviettes hygiéniques, quand moi j'ai commencé par avoir mes menstrues, je n'avais pas utilisé de serviettes hygiéniques. Non, nos mamans pliaient des bouts de pain pour nous. Aujourd'hui, j'utilise des serviettes hygiéniques, mais ce n'est pas pour autant que quand je n'aurai pas l'argent
pour m'offrir des serviettes hygiéniques, j'irai maintenant voir un homme, lui donner mon corps pour avoir l'argent pour me payer des serviettes hygiéniques. Ce n'est pas une raison pour s'adonner à ça. Dans tous les exemples que vous avez cités, vous avez mis l'accent sur la jeune fille, les causes des grossesses au niveau des jeunes filles. Est-ce que, selon vous, ce n'est pas l'une des raisons pour lesquelles le phénomène continue? Parce qu'on s'est tellement orienté, axé sur la jeune fille et on parle moins des jeunes garçons. Est-ce à dire qu'ils n'ont pas de responsabilité dans la situation, Victor? Oui, il faut dire que dans ce cas, c'est la jeune fille qui est toujours accusée. Parce que si elle ne donne pas son consentement, bon, l'acte ne peut pas se passer. Alors, de l'autre côté, il faut également parler des jeunes garçons, même voir les enseignants, les directeurs, même parfois certains parents proches. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est la jeune fille dit non, alors, et que le monsieur est vraiment décisif, alors il va se passer ce qu'on appelle la violence sexuelle. Alors, ce qui n'est pas aussi très bon pour notre État. Donc, il faut aussi mettre l'accent sur la responsabilité des enseignants et aussi des autres acteurs, que sont les personnes âgées, quiconque dans la société. Alors, voilà. Donc, s'il n'y a pas cas de violence, on n'alerte pas les jeunes garçons. Bon, pas forcément, mais je sais pas. En fait, la question est plutôt censée sur les jeunes filles. Alors, si elles sont vraiment conscientes du rôle qu'elles jouent dans la société, je pense qu'elles vont prendre soin d'elles et pouvoir limiter un tant soit peu ce fléau-là. Alors quelqu'un dira, si vous éduquez une fille, vous éduquez toute une nation. Et aujourd'hui, si nous prenons le cas de la Bible, tel que voilà, les femmes sont représentées par leurs vertus, leurs choses. Donc je pense que les filles doivent imiter ces personnes-là pour savoir que le sexe en réalité, c'est une chose sacrée qui ne se donne pas à n'importe qui, bien n'importe comment. Il faut un temps, il faut des périodes, il faut pouvoir passer par des étapes avant d'y arriver. Si cela n'est pas fait, alors là, on parle vraiment des grossesses précoces et on mettra l'accent toujours sur les jeunes filles, à mon avis. À votre avis? Il va vous partager son avis. Non. Okay, pourquoi? Bon, je pense qu'on met beaucoup plus l'accent sur les jeunes femmes parce que c'est nous qui perdons plus. Et on essaye au maximum de nous sensibiliser sur le fait que peu importe la tournure que l'histoire là va prendre, c'est nous qui allons perdre. Ce n'est pas pour dire que c'est parce que c'est la jeune fille qui est en partie responsable qu'on parle d'elle. C'est parce que c'est nous qui perdons qu'on parle de nous. Pourquoi on ne parle pas des jeunes garçons ou des jeunes hommes? Parce que quand moi je serai avec ma grossesse à la maison, à réfléchir à comment je vais pouvoir assumer ma maternité, peut-être lui, il continue ses cours. Est-ce que cette façon de voir les choses ne va pas finalement pousser les garçons à se dire bon, de toutes les façons, je peux faire ce que je veux, les conséquences directes ne me concernent pas, donc à nous aller? Avant, il pouvait penser ça. Actuellement, moi, je remercie énormément l'État togolais parce que je ne vais pas parler forcément que l'exclusion est une bonne chose, mais la peine d'emprisonnement de 1 à 5 ans et les amendes, ce n'est pas une solution qui va nous aider sur la longue. Mais sur le coup, plusieurs auront peur d'aller en prison. Plusieurs auront peur de payer le montant qu'ils n'ont pas à l'État. Et ils vont s'abstenir de le faire parce que on dit souvent que c'est la jeune fille qui a donné et ça s'est passé. Mais c'est le jeune homme qui a demandé. Ça, on ne le dit pas. Ça, on ne le dit pas assez. Donc, voilà, leur responsabilité, je pense, est beaucoup plus à soulever que la nôtre. Parce que si je suis dans mon coin seul, je ne vais pas tomber enceinte. Si tu demandes et que je me sens dans le contexte à le faire et qu'on le fait, c'est moi qui perds beaucoup plus. Mais aujourd'hui, nous perdons tous. Tous les deux. Tout le monde doit se ressaisir. Tout le monde doit se ressaisir. Alors, dites-moi, est-ce qu'il existe un profil type de jeune fille exposée au risque de grossesse? Un profil type, oui. Je dirais oui. Parce que quand nous allons dans les zones rurales, par exemple, ces jeunes filles-là, bien qu'on va dans ces zones-là de temps en temps parler de la sexualité, quand le cours de la sexualité même arrive à l'école, rares sont ces professeurs-là
qui s'engagent vraiment à parler de ce que c'est que la sexualité aux élèves. On survole le cours rapidement parce que c'est toujours tabou. Donc, ces jeunes filles-là sont beaucoup plus exposées. Je ne dirais pas que les jeunes filles ou les jeunes femmes des zones urbaines ne sont pas exposées, mais elles ont beaucoup plus un accès vite à l'information que ces jeunes femmes-là dans les zones rurales. Victor? Oui, en fait, je dirais non à votre question. Pourquoi? Parce que si tu te dis que tu es jeune fille et que tu te mets au cesse, tu vas tomber grosse. Peu importe ton état, ta situation. Si aujourd'hui tu es jeune fille du ministre et que à bas âge tu te mets au cesse, tu vas tomber grosse. Si tu es jeune fille d'un pasteur, tu n'es pas protégé, tu n'as pas respecté les prescriptions de la Bible, tu vas tomber grosse. Donc, dire qu'il y a des caractéristiques pour des filles qui tombent grosses, je dirais non à mon avis. Au rang des multiples mesures qui sont prises pour stopper le phénomène, il y a les campagnes de sensibilisation qui sont de plus en plus faites dans les établissements. Maintenant, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi le message qu'on délivre n'arrive pas? Le message qu'on est en train de délivrer semble ne pas atteindre réellement la cible. Pourquoi selon vous, Victor? Ouais. Il faut, en fait, selon moi, dire que le message n'atteint pas la cible, bon, ce n'est pas ce que je pense à mon avis. Il faut plutôt parler d'un phénomène de rotation, en fait, dans ce système. Parce que si nous prenons aujourd'hui ceux qui ont vécu en 2020, ils étaient peut-être en classe de 6e aujourd'hui, ils ne sont plus là. Ils sont peut-être en 3e ou bien d'autres, voilà. D'autres vont partir à l'université. Alors, d'autres vont les remplacer. Donc, il faut continuer par sensibiliser d'année en année, de jour au jour. Donc, dire que les messages passent et d'autres prennent conscience de la situation. Donc, moi, je dirais que on va continuer toujours par sensibiliser. Il ne faut pas dire qu'on fait ça aujourd'hui, voilà, c'est fini. Non, on doit continuer pour encore servir d'autres générations qui vont arriver. Maëva, faut-il continuer dans les sensibilisations ou à un moment donné s'arrêter et corriger le message à délivrer? Je pense qu'il faut continuer, mais aussi à l'interne, continuer par améliorer le contenu du message que nous véhiculons parce que plus les années passent, les générations qui viennent n'ont plus les mêmes mentalités ou les mêmes perceptions de la chose comme ceux qui sont passés. Donc, il faudrait qu'on améliore ou qu'on modifie la manière de s'adresser aux jeunes par rapport à notre cible. Je vais prendre l'exemple. Si tu viens me parler de santé sexuelle reproductive et de tout ce que tu dis, je me sens accusée, je commence par culpabiliser, tu n'as rien fait. Mais quand ça va beaucoup plus passer par, tu sais, si tu fais ça, c'est comme ça pour toi. Il faut un dialogue. Il ne faut pas parler. Oui, si tu t'adonnes au sexe, ça va faire ça. Ça a l'effet inverse de ce que nous voulons. Et rares sont ceux qui, dans cette mesure-là, apprennent réellement quelque chose de ce que nous disons. Est-ce que d'autre part, les sensibilisations aussi sont insuffisantes? Oui, les sensibilisations sont insuffisantes. Parce que les sensibilisations, moi, je pense qu'on doit le faire entre nous tous les jours. Parce que quand on part dans une école X aujourd'hui et qu'on parle aux élèves de la 3e, aux élèves du collège, on laisse les élèves du primaire, on se dit qu'ils n'ont pas encore le niveau. Et que l'année qui suit, on ne revient pas dans la même école pour parler aux élèves de CM2 qui sont venus en 6e, pensant que on a déjà parlé aux élèves du collège, on n'a rien fait. Donc il faut continuer. Il faut continuer. Oui, effectivement, je partage le même avis avec ma soeur parce que je vais prendre l'exemple de mon association où nous intervenons chaque année dans les écoles avec le programme ACER. Alors l'année passée, on était dans l'établissement lycée Kakaveli. Alors cette année, j'ai encore mon équipe a demandé à ce qu'on repasse encore dans cet établissement, mais je dis pourquoi? Ils ont dit que les filles de 6e qui sont venues cette année, eux aussi, ils en ont besoin. Alors que nous, à notre niveau, on n'a pas assez de moyens. Nous voulons couvrir tous les établissements, mais on n'a pas les moyens. Donc, il faut dire que nous devons continuer toujours par sensibiliser d'année en année et de jour en jour.
Très bien. Voilà. Alors, au-delà des sensibilisations, des campagnes, quelle autre action on peut entreprendre pour prévenir les nouvelles situations de grossesse? Moi, je dirais qu'il faut établir un cours d'éducation sexuelle dans les écoles. Même si ce n'est pas un cours magistral à faire 2 heures par semaine, il faut que 1 heure soit donnée, pourquoi pas par trimestre. On rassemble tous les élèves, filles comme garçons, on leur parle de la santé sexuelle reproductive. Et plus le temps passe, plus les termes aussi en santé sexuelle reproductive se différencient et s'améliorent. Donc, chaque fois, il faut revenir leur parler de ça. Il ne faut pas attendre qu'une association vienne de quelque part leur parler de ça. Et quand l'association part, ça s'arrête là-bas. Il faudrait que dans les écoles, les enseignants et l'administration prennent les initiatives. Oui. Très bien. Et quelle autre action on peut faire en dehors du cours éducatif, de ces cours sur la santé sexuelle? Ouais, je pense au-delà de cela, Oui. il faut aussi des mécanismes de développement personnel. J'ai voulu mettre l'accent sur la conscience de ces apprenants. Alors, si l'État peut mettre en place des mécanismes pour pouvoir recevoir des cadres de venir sensibiliser les jeunes filles ou bien garçons sur l'importance de l'éducation, que ce soit de manière hebdomadaire, de manière mensuelle, ça va aider beaucoup plus ces jeunes filles à prendre conscience de leur avenir, parce que c'est une question d'avenir qui s'impose aujourd'hui. Si tu sais que tu as un rôle, un défi à relever dans ta famille, dans ton entourage, tu ne peux pas te donner à de n'importe quoi. Voilà, donc il faut conscientiser ces jeunes filles-là sur l'importance de l'éducation dans leur vie. Et ça va réduire le taux de grossesse précoce en milieu scolaire. D'accord. En dehors des actions qu'on va mener, qu'on va décider de mener dans les établissements, qu'est-ce que la communauté peut faire pour soutenir la lutte, Maëva? D'abord, il faut arrêter de vouloir faire culpabiliser une fille qui se trouve déjà dans cette condition, parce que pour elle-même, la condition la fait déjà culpabiliser. Ça, c'est de 1. Et de 2, il ne faut pas qu'on pense que toutes les filles qui tombent enceintes en milieu scolaire ont forcément été jeunes femmes travailleuses de sexe. Qu'elles ont vécu la débauche. Voilà. Toutes les filles, peut-être c'est la première fois de l'une d'entre elles, et puis elle prend. Donc, il faut qu'on arrête aussi de se baser sur les stéréotypes que nous avons de cette condition-là pour traiter ces jeunes femmes-là. Et de 2, je pense aussi qu'à l'interne, il y a des familles qui renient ces jeunes femmes-là qui ont de la grossesse. Il y a un cas récemment qu'on a traité au centre où les parents ont renvoyé la jeune femme chez les parents du jeune homme parce que c'est l'auteur de la grossesse. Et le lendemain, la jeune femme, elle a pris des produits pour avorter. Elle s'est retrouvée finalement dans le coma au CHU Tokoa. Le papa revient maintenant qu'elle veut enfermer le jeune homme auteur de la grossesse. Mais papa, si tu avais gardé ta fille à la maison, vous avez discuté, est-ce que ça sera comme ça? Non. Il faut qu'on prenne conscience que parfois nous sommes acteurs de certains suicides, si je peux le dire ainsi, ou de jeunes femmes. Il y en a qui sortent de la maison et refusent d'y retourner. Elles finissent par déambuler dans les rues juste parce qu'elles n'ont pas eu le soutien. Il faut que la communauté, au lieu de nous faire culpabiliser, l'acte est déjà posé. Les conséquences sont déjà là. Pourquoi ne pas soutenir ces personnes-là pour qu'elles puissent se relever? Et maintenant, au niveau des parents, quand on rentre dans la cellule familiale, quel genre d'action? Ça te dit des choses. D'accord. Quand on rentre dans la cellule familiale, quel genre d'action on peut mener pour prévenir les situations? Oui, ok, merci beaucoup. Tout d'abord, je vais mettre l'accent sur la communication. C'est l'essentiel. La communication, je l'ai déjà dit tantôt, il faut créer un climat de confiance entre la jeune fille et les parents. Alors, qu'est-ce que j'allais dire là-bas? Il faut peut-être mettre en place un calendrier
de communication entre les jeunes filles. Voilà, par exemple, les dimanches soirs, ça sort avec les filles ou bien voilà, les jeunes filles, discuter des questions de la santé sexuelle et reproductive. Alors, qu'est-ce qui ne va pas? Quels sont les soucis que vous rencontrez souvent dans votre vie de sexualité? Les garçons n'en ont pas besoin? Mais les pères aussi peuvent le faire avec leurs garçons, les mères le font avec leurs filles. Voilà. Okay. Voilà. Allez-y. Voilà. Donc, il faut établir un calendrier de communication et de rencontre familiale entre la jeune fille et sa mère pour évoquer ces questions-là. Alors, si cela n'est pas fait, la fille va se confier à ses pères au dehors. Et c'est ça qui nous amène aujourd'hui là où nous sommes. Donc, moi, je vais mettre l'accent plutôt sur la communication entre jeune fille et mère ou bien jeune homme et père pour pouvoir recueillir les inquiétudes de ces derniers-là et les conseiller, leur prodiguer des conseils, des solutions, des orientations, afin qu'elles puissent mieux s'y prendre en face d'une situation semblable. Merci. Maëva, pour les parents qui ont envie de se prêter à ce jeu, mais qui se sentent gênés ou qui ne savent pas quoi dire concernant la santé sexuelle, quels conseils ou recommandations? J'en venais à ça. Oui. Il faut aussi dire que l'éducation que nos parents ont reçue ne leur permet pas de parler librement et sans s'auto-juger de la sexualité. Ça, c'est de un. Donc, parfois, je pense aussi que le fait que la sensibilisation ne marche pas, c'est parce qu'on cible tout sur les jeunes. Oui. Ouais. Alors que derrière, il y a les parents qui ne sont pas de même avis. Il faut sensibiliser aussi les parents à pouvoir s'ouvrir à cette discussion-là pour que ça puisse passer fluide entre eux et leurs enfants. Si moi, j'apprends à l'école beaucoup de choses sur la santé sexuelle et reproductive, j'arrive à la maison, je m'approche de mon père parce qu'on ne le dit pas assez. Il y a certaines filles qui sont beaucoup plus proches de leur père que de leur mère. Oui. Et certains jeunes hommes qui sont beaucoup plus proches de leur mère que de leur père. Voilà, le jeune, il rentre à la maison, il s'approche du parent avec lequel il s'entend le plus. Net, on commence par l'insulter. Il y a des parents qui te disent directement achat et tout ce qui va avec. On t'insulte de ci, de ça, juste parce que tu as parlé du sexe ou que tu as prononcé le nom d'un sexe donné. Parfois même, il y a des parents qui viennent dans des établissements pour dire « J'ai appris qu'on vient parler de sexualité aux enfants. Je ne veux pas que mon enfant soit impliqué. » Voilà. Et ça, c'est parce que les parents eux-mêmes ne sont pas sensibilisés sur la chose. Parce que, c'est ça, si le parent vient déjà à l'école interdire au professeur de parler à ses enfants de cette notion-là, imagine l'enfant qui rentre à la maison après avoir appris beaucoup de choses sur la notion et qui veut partager cette connaissance avec ses parents. Partage de connaissances. Vous voyez un peu, donc, au-delà de sensibiliser les jeunes, il faut que les parents aussi, on arrive à les sensibiliser. Rares sont ceux qui sont ouverts sur la sexualité. Et au-delà de ça, il faut que les parents sachent que avant qu'on ne sorte, que l'école ne nous instruise et que la société ne nous éduque, ce sont eux qui commencent à la base. On peut tout apprendre dehors, mais tant que la maison ne te facilite pas, comment je vais vous dire, l'application de ce que tu as appris dehors, tu vas vouloir l'appliquer en cachette. Et ça va créer un autre problème. Donc, au-delà de discuter avec les enfants, il faut que les parents aussi soient énormément sensibilisés sur la notion. Il faut que les parents soient énormément sensibilisés sur la notion. Alors, Victor, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cette émission. Votre mot de la fin. Ok, merci beaucoup, Méchac. Une fois encore, merci à Radio Djena pour l'opportunité qui nous est toujours offerte pour donner notre humble avis sur cette thématique-là. Et j'invite tout acteur concerné à prendre acte pour pouvoir limiter tant soit peu ce fléau dans nos communautés et dans notre pays pour un avenir meilleur à nos sociétés. Merci. Merci à vous. Maëva? Avant de rentrer dans mes propos, je vais d'abord te remercier, Méchac, pour l'invitation et remercier aussi la web radio Djena pour l'invitation qu'on a eu à recevoir aujourd'hui pour partager le peu de connaissances que nous avons sur cette notion avec les autres jeunes.
Mot de fin, je vais revenir sur une mesure que je trouve contre-productive dans notre société, l'exclusion des auteurs de ces grossesses-là. Que vont-ils devenir s'ils ne terminent pas ce qu'ils ont commencé par apprendre? Et finalement, comment vont-ils faire pour prendre soin de ces enfants-là s'ils n'ont pas pu terminer les cours ou avoir une formation adéquate pouvant leur assurer un avenir meilleur? Donc, pour finir, je dirais qu'au-delà du fait d'exclure ces jeunes-là, il faut qu'on les amène, on les accompagne au lieu de les punir. Parce que si nous les punissons, il y en a d'autres, il y en a d'autres même qui ne veulent plus aller à l'école. Et c'est un moyen très rapide et puis jouissif aussi d'abandonner les cours. Donc je dirais que la santé sexuelle reproductive ne doit plus être un sujet tabou pour les parents et pour nous les jeunes parce que c'est un fléau. Et si on n'y vient pas à bout maintenant, ça va continuer. Ça va exploser. À exploser. C'était tout pour aujourd'hui, fidèles auditeurs de Radio Djena. Merci de nous avoir suivis. Merci pour la fidélité d'écoute. Maëva Akama, Victor Oglo, merci d'avoir accepté notre invitation. C'était un plaisir de vous avoir reçu dans cette émission. Merci à vous. Excellente semaine à vous et à très bientôt pour un autre numéro de votre émission et nous. Au revoir.